tous et bienvenue à tout notre webinaire du jour qui a pour thème «Pourquoi mon équipe devient folle?». C'est vrai qu'on peut se poser la question en ce moment parce que les relations sociales sont très importantes dans une entreprise et le contexte actuel qui est particulièrement anxiogène fait que les problématiques non résolues génèrent des tensions et des dysfonctionnements au sein des entreprises. Gwenaël Fauché, qui est le directeur du cabinet AGC et auteur du livre L'art délicat de la relation sociale, va nous livrer ce soir 3 clés de lecture qui vont nous permettre de comprendre les postures de nos collaborateurs et nous apprendre à décrypter les situations à risque. Pendant l'intervention, en fait, je vais couper les micros de tout le monde, sauf évidemment celui de Gwenaël. Je vais aussi couper les caméras pour qu'on ait un bon débit et qu'on puisse voir la présentation dans de bonnes conditions. Si vous avez des questions pendant la présentation, vous pouvez les mettre dans discussion. Et en fait, quand la première partie sera terminée, on rallumera les micros, les vidéos et on pourra aborder vos différentes questions. Voilà, Gwenaël, c'est à vous. Merci Sophie et bonsoir à tout le monde. Déjà, je remercie Sophie d'avoir proposé ce webinaire et de nous accueillir à Cône. Je dis nous par hommage à tous ceux qui ont travaillé à ce projet, à ce que je vais vous présenter ce soir. Ne soyez pas étonnés, même si je suis tout seul derrière la caméra. Il y a du monde derrière aussi. Voilà. Donc, le thème de ce webinaire, pourquoi mon équipe devient folle, que j'ai traduit plus poliment par comprendre son équipe pour mieux l'accompagner. Des fois que vos équipes tombent sur le PowerPoint que j'aurais pu vous laisser. C'est un thème sur lequel on travaille depuis 20 ans avec une approche un peu nouvelle qui est partie de la gestion de conflits, en partant du principe qu'il y avait des outils très bien, mais pas d'approche globale. C'est-à-dire que vous aviez la programmation neurolinguistique, la PNL, d'un côté, apprendre à décrypter des schémas de représentation. Vous aviez la communication non violente, savoir se parler sans que la façon de se parler soit elle-même source de conflit. Et l'analyse transactionnelle, comprendre dans le parcours des personnes ce qui fait que les personnes réagissent de telle façon ou de telle façon. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que chacune de ces écoles apportait des solutions pertinentes, mais pas tout le temps. Donc, on a cherché à réfléchir sur la question de fond. Qu'est-ce que c'est que le conflit? Voilà, c'est notre clé d'entrée au début du travail. Et quand une équipe devient folle, où est-ce qu'elle termine? En général, au conflit. À l'asile, peut-être après, mais il a fallu que ce soit tellement flagrant qu'il n'y ait pas d'autre choix. Voilà, donc on travaille sur ce sujet depuis 20 ans avec des outils nouveaux, à partir d'une nouvelle définition de la question du conflit, parce que quand on a commencé à se demander ce que c'était que le conflit, on a arrêté de chercher au bout de 16 définitions, un désaccord, un décalage, un problème de communication, des acteurs qui ne peuvent pas se voir, des intérêts divergents. Et du coup, on a fait la synthèse de tout ça, et c'est l'extrême tout petit résumé qu'on va vous restituer ce soir, enfin que je vais vous restituer ce soir. Donc, plus que des outils, ça, il ne faut pas rêver, la baguette magique, je la cherche toujours. Ce sont des questions magiques que je vais essayer de vous transférer, de vous transmettre, pour pouvoir comprendre la situation à laquelle vous allez faire face quand deux furies arrivent dans votre bureau. Ces outils, je les ai tous testés, donc c'est pas du livre, c'est pas du cours, c'est du partage d'expérience. Aussi, à la fin de chaque séquence, je vais vous proposer rapidement quelques questions-réponses parce qu'en fait, on est très short. Le livre, c'est le résumé de ma façon de penser, il fait 408 pages. Donc, vu que là, on a une petite heure, je vais essayer d'avancer assez vite, puis on va essayer d'optimiser les questions-réponses. Mais néanmoins, c'est pour vous que j'interviens, donc si vous avez des questions, transmettez-les à Sophie, de manière à ce qu'on puisse interagir. Voilà. Pourquoi le conflit est important? Parce que, outre le fait que ce sont des ressorts de souffrance très importantes au niveau des équipes, la notion de conflit, c'est aussi une souffrance très forte pour la vie économique de l'entreprise, de l'organisation, de l'institution dans laquelle le conflit se déroule. Si on cherche à chiffrer les coûts du conflit, quels que soient les univers qu'on considère, l'univers anglo-saxon, l'univers chinois, l'univers français, etc. On arrive à chaque fois à des milliards d'unités monétaires, des milliards de dollars canadiens, des milliards d'euros, etc. Le bénéfice à attendre d'une gestion de conflit est considérable. Pour donner un exemple, quand il est arrivé au pouvoir, François Hollande voulait fermer une structure qui s'appelait les centres éducatifs fermés, structure de protection judiciaire de la jeunesse.
ce qui représente un budget annuel de... je partage mon écran. Hop, voilà. Je ne vais pas faire le perso. Je suis là pour vous partager mon expérience et mon écran. Donc, normalement, c'est bon là. Vous le voyez? Ah oui, non, pas encore. Là, vous devez le voir. C'est ça? Ça arrive. Ça y est, impeccable. Voilà. Donc, le budget de fonctionnement annuel de ces structures, c'était à peu près 200 millions d'euros. Pour donner une idée, le budget qu'a coûté notre intervention, c'était 20 000 euros. Donc, je vous laisse faire le rapport entre ce que ça coûte et ce que ça rapporte. Le levier du conflit dans le fonctionnement de l'entreprise, c'est beaucoup plus que des économies sur des primes ou sur des salaires ou des choses comme ça. Sachant que si on économise 100 euros pour une prime de fin d'année qu'on décide de supprimer, mais que ça bloque 90% de la disponibilité de la masse salariale, la balance, elle n'est pas forcément dans un résultat très positif, ni humainement, ni économiquement, puisque la production sera dégradée. Voilà, donc je suis intervenu sur les situations les pires, parce qu'en général, on ne m'appelle pas avant. Pire, ça veut dire un hôpital où les soignants sont devenus meurtriers, avec 2 condamnations pour homicide. Ça veut dire des budgets en milliards d'euros, ça veut dire des structures avec des gros degrés de souffrance pour les publics accueillis, etc., etc. Et à chaque fois, on arrive à en sortir en limitant la casse, parce que la clé d'entrée, en général, c'est la fermeture de la structure ou la dissolution de l'équipe. Et au final, non. On arrive à identifier. On arrive à identifier quoi? On n'arrive pas à identifier les acteurs qui posent problème, mais on arrive à identifier pourquoi les acteurs posent problème et est-ce qu'au final, c'est de leur faute. Et si on sort de la notion de faute, mais si on les ramène sur la dimension de responsabilité, est-ce que les acteurs sont responsables? Est-ce qu'on ne peut pas les rendre responsables de la résolution du problème? Donc, tout là se situe notre travail. Donc, pour avancer un petit peu, je vais vous proposer donc, les 3 clés de lecture dont je vous ai parlé. La première clé de lecture, ce sera une approche dynamique. Comment l'équipe varie dans sa façon d'interagir avec vous ou entre les membres de l'équipe. Comment on passe d'un fonctionnement normal et serein à un fonctionnement où on ne les reconnaît plus. On ne reconnaît plus ses collègues, on ne reconnaît plus ses agents, ses salariés, ses associés, etc. La deuxième clé de lecture, ça va être une approche causale, logique. Au fond, c'est quoi le problème? Parce que qu'est-ce qu'on voit? On voit les conséquences du problème. Mais comment on arrive à remonter jusqu'au problème de fond? Si on comprend le problème de fond, on va pouvoir comprendre ce sur quoi il va falloir travailler pour résoudre la crise. Et la troisième lecture, c'est comment l'acteur est conditionné dans la posture qu'au final il adopte, bien souvent malgré lui. Personne n'aime être en conflit. Même s'il y en a qui savent se servir du conflit, très rares sont ceux qui jubilent ou qui apprécient ou qui se nourrissent de cette possibilité, de cette situation relationnelle lourde, bloquée, contre-productive et porteuse de souffrance. Voilà, donc ces 3 grandes clés de lecture sont absolument déterminantes parce qu'elles permettent de sortir du « je vois, donc je réagis ». Là, on va chercher à comprendre qu'est-ce que je vois, donc comment j'agis pour pouvoir avancer avec les autres. Pour avancer un peu par là, il faut comprendre, et c'est très intéressant parce qu'au début, j'ai tiré cette approche de l'observation du fonctionnement des groupes et progressivement, les neurosciences ont confirmé cette approche. Que le groupe, l'acteur, ce qui est très intéressant, c'est que aussi bien un individu qu'un ensemble d'individus fonctionnent de la même façon. Et donc, ce fonctionnement du groupe ou de l'acteur, il va être régi par 4 types de fonctionnement différents du cerveau. En temps normal, quand tout est serein, le cerveau va fonctionner essentiellement ici, dans le néocortex préfrontal. C'est ce qui fait que l'Homo sapiens est un Homo sapiens sapiens qui sait qu'il sait. C'est là que se situe le siège de sa capacité à comprendre et intégrer les éléments qu'il a perçus, les associer pour faire des solutions, proposer des solutions où tout le monde et toutes les ressources trouvent une place juste, intéressante, équilibrée, équitable, enfin, satisfaisante. Donc, génial, c'est l'endroit où on voudrait être. Le problème, c'est que le cerveau, il a aussi une fonction de secours. C'est-à-dire qu'on n'a pas tout le temps d'être intelligent. Quand on est juste un Homo sapiens, pas encore Homo sapiens sapiens, c'est-à-dire que quand il y a le lion qui court derrière, il faut qu'on optimise sa façon de réfléchir. Et du coup, quand
on se trouve face à une situation de stress, qu'est-ce qui se passe? L'adrénaline le dosage d'adrénaline dans le cerveau va créer un déséquilibre. Alors, un déséquilibre, ce n'est pas une bascule, je tombe par terre, c'est juste que le déséquilibre va faire que le centre du fonctionnement du cerveau va passer non plus au néocortex préfrontal, mais à l'amygdale, ici, au centre du cerveau. L'amygdale, elle est là non pas pour réfléchir et pour élaborer des scénarios, mais elle est là pour choisir le meilleur des deux scénarios qui sont arrivés jusqu'à elle. Du coup, ce n'est plus du tout le même fonctionnement de la pensée. Autant dans le fonctionnement intelligent. Intelligent, c'est au sens romain, latin du terme, c'est-à-dire la capacité à comprendre son environnement et à l'intégrer. Ce n'est pas un jugement de valeur ni quoi que ce soit. C'est vraiment cette notion de fonctionner dans un mode de pensée avec l'environnement. On passe donc de ce fonctionnement intelligent à un fonctionnement analytique. Et là, il y a un gros biais de vocabulaire en ce moment avec la notion d'intelligence artificielle, qui en fait, on n'est pas du tout dans l'intelligence artificielle, on est dans l'analyse automatisée, ce qui est très différent et optimisé. Et donc, ce fonctionnement analytique, il est caractérisé par le fait qu'il est binaire. Ce qu'on lui demande, c'est de choisir entre ça ou ça. Donc, ça se traduit par quoi? Bourreau ou victime, vainqueur ou vaincu, bon ou mauvais, conforme ou pas conforme, etc., etc. Bien ou mal, dans les classiques, et ainsi de suite. Très important parce que avec le stress, les acteurs vont arriver sur le dénominateur ou, avec la question classique, est-ce que je suis le coupable ou la victime? Et là, on n'est plus dans la notion de responsabilité, mais de culpabilité. Et on ne peut plus rien faire parce que si l'acteur est coupable, il va être sanctionné, donc il va risquer de perdre sa place. Donc tout l'enjeu, c'est de comprendre à ce moment-là que les acteurs sont d'abord sur cette question pour remplacer la notion de culpabilité par la notion de responsabilité. Est-ce que je suis responsable? Oui ou non? Ah, du coup, j'engage plus ma place. Et est-ce que je suis seul responsable? Oui ou non? Là, du coup, on peut réfléchir ensemble. Donc ça, c'est le deuxième fonctionnement sur la première phase de montée du stress. Manque de peau entre le premier scénario et le deuxième scénario, on n'a pas choisi le bon. Qu'est-ce qui se passe? La pensée va se basculer dans un mode d'urgence, donc sur le cervelet, ici, à la base de la colonne vertébrale, le cerveau reptilien, c'est-à-dire le cerveau dont la seule fonction, c'est de faire au mieux le scénario qu'il aura retenu parmi les trois hérités de l'homme préhistorique: courir, vaincre ou faire le mort. Voilà. Donc là, on n'est plus sur un dénominateur ou, une pensée binaire avec deux entrées, on est sur une pensée simple, enfin simplifiée, simpliste. C'est-à-dire qu'elle est focalisée. Elle est focalisée sur quoi? Ici, moi, maintenant, mon scénario. Et il n'y a plus rien qui peut rentrer dans le cerveau à ce moment-là, tout simplement parce qu'il n'y a plus de porte d'entrée. Ici, c'est fermé. Il n'y a plus d'accès à la pensée de l'acteur. Très dur à confronter en direct, parce que ce n'est pas fait pour être dans l'interaction, et potentiellement tout à fait dévastateur. C'est très gênant parce que c'est aussi à ce moment-là que pour aller au mieux du scénario qu'on a retenu, on va déployer toutes les stratégies, toutes ses capacités d'intelligence, toute sa force physique, etc. Donc il y a eu un moment, je ne parlerai pas de un management qui a fonctionné au stress pour aller chercher ses ressources ultimes, mais sans avoir conscience qu'en fait, on engageait les fonctions de survie de l'acteur. Donc maintenant, ça commence à se stabiliser un peu. Et donc, après ce fonctionnement que j'appelle réactif, parce que je vois, je réagis, point, on a le fonctionnement réflexe, je n'ai en zéro parce qu'il n'y a pas d'accès du tout à la pensée, à la conscience. La pensée n'est pas maîtrisée. Ça s'arrête dans la moelle épinière, ça n'atteint même pas le cerveau. Donc, qu'est-ce qui va se passer au fur et à mesure du développement de l'attention? Au début, on est dans un âge d'or, tout va bien. Là, je vous ai mis la courbe du développement du processus de l'attention. Donc, au début, on est dans un âge d'or, tout va bien, et quelque chose va basculer, va bouleverser l'équilibre qui régit la relation. Une personne en plus dans l'équipe, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif, et c'est même rarement quelque chose de négatif. Un saut technologique, une amélioration de la situation sur le marché, une idée intelligente, une nouvelle personne dans l'équipe, voilà, ça peut très bien être un potentiel positif de tension. Tout fera que la tension, c'est comme l'électricité. Si on sait en faire quelque chose, on va pouvoir allumer la lumière et faire tourner des moteurs et chauffer la pièce.
Mais si on fait n'importe quoi avec, elle va très bien pouvoir électrocuter quelqu'un et mettre le feu. Donc là, 9 fois sur 10, on accompagne bien l'attention, Dieu merci, mais toujours, il y en a une qui passe au travers du filet et ce changement va créer un déséquilibre qui va faire une tension qui ne disparaîtra pas avant d'être résolue. C'est ça qu'il faut comprendre. Elle ne disparaît pas par magie et le temps n'efface pas cette tension. Pour preuve, les enfants qui ont été traumatisés à 5 ans, vous les prenez à 55 ans, si le problème du traumatisme n'est pas résolu, l'enfant ne fera que répéter, enfin l'adulte enfant ne fera que répéter les boucles dans lesquelles les boucles qui lui permettent d'illustrer, de pointer le problème qu'il a vécu à 5 ans. Ça ne disparaît pas. De même, la séparation des parties ne fait pas que la tension cesse. Je me souviens d'avoir pris le train en revenant de Lille, où sur le siège d'à côté, enfin 2 sièges devant, il y avait un type qui discutait à voix haute, cinquantenaire, avec une de ses stagiaires pour essayer d'avoir le beau rôle. Et il lui racontait que ça faisait 10 ans qu'il se pourrissait la vie avec son ancien associé, et qu'en 10 ans, chacun avait passé 1 an en garde à vue, tellement il s'était tiré dessus. Donc la tension ne disparaît pas comme par enchantement. Elle s'accumule, elle s'accumule, elle s'accumule jusqu'à ce moment où ça explose. Donc, à partir du moment où cette tension apparaît, dans un premier temps, l'équipe va chercher à la mettre en place, et toujours dans le préfrontal, dans le mode intelligent, et à fonctionner bon gré, mal gré. Même s'il y a des alertes, elles ne sont pas prises en compte, ou on les verra bien plus tard, mais en fait, on ne voit jamais. Du coup, dans l'étape qui suit la latence, les acteurs vont prendre sur eux pour essayer de faire malgré tout fonctionner le système. Et le pire, c'est que plus un groupe est solidaire et bienveillant, plus il va prendre sur lui, donc plus il va se mettre en difficulté. Difficulté parce qu'il va consommer ses marges, ses réserves personnelles, son temps perso, sa jovialité, va partir de plus en plus tard le soir, etc., etc. Et à un moment, il va se rendre compte que ce n'est pas possible, l'acteur ou le groupe. Et là, on va changer, on va passer dans l'étape d'émergence. La latence, on est sur 3, 2, 2,5, ça bascule entre les deux. L'émergence, on se rend compte qu'à terme, là, je ne sais pas si vous voyez ma petite flèche, la bascule entre le développement et l'expression, à terme, ça ne va pas le faire. Il va y avoir un carton, la boîte va couler, quelqu'un va être blessé à cause des conditions qui ne fonctionnent pas, etc., etc. Mais on n'y est pas encore. Mais on sait qu'on va y arriver et on n'a plus assez confiance pour tirer l'alerte. Du coup, on va déclencher et envoyer des symptômes, des alertes, de manière détournée. Des provocations ou une mise en retrait, de l'absentéisme, des retards, etc. Autant de problématiques managériales qui peuvent être identifiées comme une problématique, mais qui en fait ne sont que des symptômes, que des conséquences de cette tension qui est apparue au début. Nous avons recruté une nouvelle personne sur un poste d'assistante du chef marketing. Le profil de poste n'est pas bien calé parce qu'en fait, on demande quelqu'un de trop diplômé par rapport à ce qu'on lui demande de faire. Tout le monde est content de l'arrivée de la personne dans l'équipe. On sait qu'il y a un petit problème de niveau de compétence, un peu trop élevé, mais on fera bien. Là, on est dans la mise en place. La personne apprend son poste, ça se passe bien. Elle commence à faire des idées, là, on bascule en latence, et chaque idée est retoquée par le chef de service parce qu'il se dit, elle est plus intelligente que moi. Oui, panique à bord. Du coup, ça crée une tension qui va finir par crisper les deux acteurs et qui font qu'ils ne vont plus pouvoir échanger sans être immédiatement sur un scénario de réaction et de se contrer les uns les autres. Il n'y a plus d'intelligence à ce moment-là. Le seul enjeu, c'est de garder sa place. Pour le chef de service, en empêchant l'autre de montrer que ses idées sont meilleures, et pour l'autre, en essayant de garder sa place et de montrer que sa place est légitime. C'est un cas concret. C'était une collègue de promo à qui c'est arrivé, ça. À la fin de cette émergence, 3 options. Soit on a entendu le message assez tôt. C'est un groupe qui fonctionne bien. Auquel cas, on peut prendre ce que j'appelle la fenêtre du dialogue. Il va falloir prendre des gants, s'assurer que ça se passe bien, mais néanmoins, prendre cette fenêtre du dialogue. Auquel cas, on va pouvoir trouver des solutions assez rapidement. Deuxième scénario, qui est le moins positif, c'est qu'en fait, plus personne n'y croit et tout le monde laisse tomber l'affaire jusqu'à ce que le groupe s'éteigne tout seul. Moi, j'appelle ça le scénario atone. Il n'y a plus d'énergie dans le groupe et le groupe, c'est la fin de course. Et le plus classique, c'est qu'on se prend le mur du conflit.
les personnes n'ayant plus d'autre solution que de bloquer la relation pour se faire entendre, elles bloquent comme elles peuvent dans tous les sens. Et c'est là qu'on a l'impression qu'ils sont fous. Pourquoi ? Parce qu'ils bloquent quelque chose qui leur est indispensable, quand il s'agit du travail notamment. On a tous besoin d'un salaire, à commencer par les deux personnes qui sont en train de bloquer le fonctionnement du groupe de travail. Mais en plus, on n'arrive plus à communiquer avec elles. Pourquoi ? Mon équipe est folle. Ça y est, là, elle est folle. Tout le monde devient fou. Et si on ne sépare pas les parties, on ne va juste faire qu'accentuer les dégâts jusqu'à ce que ça explose vraiment encore pire. Voilà, donc là, on arrive à cette folie dont je vous parlais au début. Le piège classique, c'est de céder à l'urgence. Je sépare, je zappe cette phase du milieu, là, l'expression, et je remets les parties en face à face dans mon bureau, les deux acteurs qui se sont pris à partie. Et sauf que rien n'a été réglé, et qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on revient en pire sur le conflit. À moins qu'il y ait une pression forte, une grosse voix qui leur ordonne de se calmer, mais la grosse voix n'a jamais résolu un problème. Elle a juste fait taire les personnes qui avaient des choses à dire. Ce qui va se passer, vous avez bien compris que là, en fait, la mécanique, c'est de la mise en place à l'émergence, on est passé progressivement du préfrontal à l'amygdale et de l'amygdale au reptilien, mais il va falloir faire le chemin à l'inverse. Donc, revenir du reptilien vers l'amygdale. J'aime bien faire les gestes parce que déjà, ça anime et on se demande s'il est complètement normal, cet intervenant. La réponse est non, je vous rassure tout de suite. Mais aussi parce qu'en fait, c'est très visuel et on peut se poser la question, quand soi-même on est en situation de tension, au fait, j'en suis où ? Voilà, donc quand on est à l'étape d'expression, là, à la phase d'expression en plein conflit, là, on est en bas dans le reptilien. Donc l'enjeu, ça va être de revenir dans l'amygdale. Et on a vu que qu'est-ce qui régit tout ça ? C'est le dosage entre les hormones du stress, notamment l'adrénaline, et les hormones du plaisir, les endorphines et les ocytocines, entre autres. Donc, pour pouvoir revenir, il va falloir rééquilibrer tout ça. Ça veut dire quoi ? Dans un premier temps, il va falloir réduire l'exposition au stress, donc séparer les parties. Il n'y a pas de raison qu'elles se remettent en face à face. Et dans un deuxième temps, procurer des hormones du plaisir. Dans quel sens ? La première source de plaisir quand on est dans un stress pareil, c'est d'être écouté. Pourquoi tu cries ? Pour que tu m'écoutes. La tension se développe tant qu'elle n'est pas reconnue. Les personnes sont en stress tant qu'elles ne sont pas écoutées. Et donc, première étape, la libération, où on va écouter les parties pour pouvoir leur permettre de vider leur sac et de leur permettre de revenir vers l'amygdale dans un mode où il y a au moins deux entrées. Eux et la personne en qui ils ont confiance, à qui ils ont accordé leur confiance. Donc là, l'enjeu, ce n'est pas d'être intelligent, rationnel ou quoi que ce soit, ça ne sert à rien, c'est de laisser sortir l'émotion, les frustrations, les colères, la souffrance, les peurs, les fantasmes, etc. On est en plein subjectif et tant mieux. Et à un moment, on va se rendre compte que la personne en face, elle a vidé son sac. Tant qu'elle n'a pas vidé son sac et qu'on lui oppose des choses rationnelles, la personne va nous dire « Non, mais tu ne m'écoutes pas, tu es comme les autres, etc. » Elle va rejeter plus ou moins poliment et plus ou moins gentiment les propositions logiques qu'on va lui faire. Par contre, il y a un moment où elle a vidé son sac. Je dis vider son sac parce que ça se voit physiquement. Elle s'affaisse. On voit des personnes qui sont poitrail devant, l'épée au poing et le bouclier à fond, rouge pétard. D'un coup, tout se replie. Parce qu'elles ont vidé ce ressort d'énergie. Là, on va pouvoir passer dans l'étape d'après, qui est la pondération, c'est-à-dire revenir avec la personne sur un regard logique. Souvent, la personne qu'on écoute demande même « Est-ce que, toi, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que j'ai vraiment eu raison ou pas ?» Et comme c'est jamais binaire, tu as eu raison ou tu as eu tort, là, on peut commencer à réfléchir. Très important, et ça permet de comprendre avec chacune des parties, puisqu'on fait ce travail, vous l'avez bien compris, parties séparées, ça permet de comprendre avec chacune des parties ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé. Du coup, on passe de deux personnes qui sont en conflit à, en fait, un profil de poste, pour reprendre l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, qui était mal calibré. La faute à qui ? Certainement pas aux deux acteurs en tension. Et est-ce qu'on parle de faute ou de responsabilité ? C'est peut-être la responsabilité RH. Et là, on va pouvoir basculer, c'est le deuxième outil que je vous montrerai dans 3 minutes, sur la question de pourquoi on en est arrivé là. Mais pour revenir à ce travail de pondération, une fois qu'on a fait cette pondération parties séparées, on va pouvoir ramener les parties en face à face. Et là, on rentre dans la phase de résolution, la phase où on va pouvoir retravailler de nouveau avec toutes les parties dans une démarche constructive,
si elle le souhaite. Et j'insiste sur si elle le souhaite, parce que parfois, le fait d'avoir fait le point et d'arriver en confrontation, ça permet aux parties de se dire bon, en fait, j'ai plus ma place dans ce nouveau projet. On a changé les donnes, les valeurs philosophiques, on a changé les modalités de rémunération. Moi, je ne m'y retrouve plus. OK, c'est une sortie honorable. C'est une sortie honorable, donc il y aura l'intention est résolue, puisque c'est un choix accepté, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de vainqueur et de vaincu. Et on peut accompagner en plus cette sortie de manière constructive, ce qui fait que ça renforcera le renouveau du relationnel positif dans la relation. Une sortie en phase d'émergence ou en phase de conflit, là, c'est une défaite. Là, c'est une sortie critique parce que soit elle va faire de la casse, soit elle va entraîner une volonté de vengeance, de revanche, et celui qui a perdu la fois d'avant, il va gagner la fois d'après. Il va aller chercher ses copains, et c'est comme ça que la tension se développe dans l'organisation. Mais donc, en confrontation, pour revenir sur le moment où les acteurs font le choix de la suite, s'ils font le choix de la suite ensemble, c'est là qu'on va pouvoir poser ensemble ce qui a dysfonctionné et chercher les solutions pour y remédier. C'est en gros l'analyse et l'état des lieux, ce qui va permettre de pouvoir en résolution basculer sur des propositions de solutions, propositions théoriques, on va dire ça comme ça, parce que l'enjeu de la réconciliation, pour arriver au bout du processus, ça va être de les mettre en œuvre de manière effective. C'est-à-dire, là, dans résolution, c'est Yaka, Faucon, on a des très bonnes idées, tant mieux. Et en réconciliation, et non seulement elles sont très bonnes, mais en fait, on est revenu dessus au fur et à mesure, et elles sont encore meilleures. Et on a vraiment plaisir à être ensemble. Voilà. Parmi les pièges classiques, c'est de considérer qu'une fois qu'on a la solution, on a tout trouvé. Non. Une fois que la solution est mise en place et validée par tout le monde, a posteriori, avec des vérifications, là, on a tout rétabli. Bingo, parce que quand on a parcouru tout ce processus, eh bien, le capital confiance dans l'équipe est renforcé et on a réussi à faire se rencontrer toutes les idées, tous les potentiels de créativité autour de ce travail. Très important. Le problème, c'est que souvent, on zappe ces phases de libération et de pondération, auquel cas, qu'est-ce qui se passe? On a une boucle d'itération et tout de suite ou après un temps où les acteurs vont de nouveau avoir pris sur eux, mais on va se retrouver rapidement sur une nouvelle situation de conflit. Le deuxième problème qu'il peut y avoir, c'est que la résolution, elle pourra ne pas être satisfaisante. Et si on n'a pas mis en place les bonnes choses, du coup, ce qu'on aura atteint ne sera pas durable et on va reboucler en latence par la suite, c'est-à-dire dans la phase de développement. Après, ça peut être un choix, c'est de se dire, on va essayer, mais si ça ne marche pas, on refera autrement. Auquel cas, quand on voit qu'on est en train de boucler, je vous avais dit que si ça ne marchait pas, on revenait dessus. Je vois que ça ne marche pas, on revient dessus. Allez, on reprend les choses. Et là, on n'a pas besoin de repartir par le conflit. On reprend la fenêtre du dialogue sur la phase de développement. Voilà, jusqu'à présent, j'en suis à plus de 700 situations de conflit que j'ai passées à la moulinette de cette courbe, avec ces boucles d'itération dont je vous parle. Et elles y passent toutes. C'est un outil qui est absolument fantastique. Ça permet de comprendre quel mode de pensée on a face de soi, donc de comprendre comment discuter avec la personne, binaire, focalisé ou ouvert, mais aussi sur est-ce que je veux du rationnel, est-ce que je veux du subjectif, de l'émotif, etc. Voilà pour cette première clé de lecture. Est-ce que j'ai déjà débordé amplement ou pas? Je vérifie. Bon, ça, c'est pas dramatique. La deuxième clé de lecture que je vais vous proposer, donc je vous parlais de cette approche logique. L'approche par logique, l'approche par la causalité, c'est une approche qui s'appuie sur le fonctionnement en chaîne de causalité. C'est-à-dire qu'au moment du conflit, même en émergence, vous ne verrez la tension qu'entre les acteurs. Ce n'est pas la fiche de poste mal calibrée qui va s'imprimer toute seule, courir sur le bureau du chef de service ou du chef RH et dire « c'est moi le problème ». C'est les personnes qui vivent les conséquences de ce mauvais calibrage de la fiche de poste qui vont exprimer la tension par les désagréments que progressivement ça va causer entre eux. Du coup, c'est très important de comprendre ces deux dimensions. On voit les symptômes et l'enjeu, c'est de comprendre quelle en est la cause.
le piège classique, c'est de prendre chacun des symptômes pour un problème à part entière, une cause à part entière. Il est en retard, moi, je vais mettre une pointeuse. Sa production n'est pas conforme, je vais mettre des indicateurs de performance. Son relationnel avec l'équipe n'est pas satisfaisant, je vais le mettre dans un bureau à part. Non, ça ne marche pas comme ça. À un moment, dans les années 2010, beaucoup. Pourquoi 2010 ? Parce qu'il y a eu la mise en place de la loi 2002 qui recadre le fonctionnement des institutions médico-sociales. On a eu beaucoup de demandes d'intervention sur la mise en place d'outils de gestion. Pourquoi ? Parce que justement, c'est ce que je vous décrivais. Les personnes refusaient d'être évaluées, les personnes étaient en retard, les personnes refusaient de dire où elles étaient, les personnes refusaient les nouvelles tâches, etc., etc. En fait, le problème de fond, là, on était sur un amalgame de symptômes. Mais le problème de fond, c'était qu'en fait, avec la loi 2002, pour rester dans les clous, les directeurs des structures n'avaient pas eu d'autre choix, toujours, que de faire eux-mêmes le nouveau projet d'établissement. Et ça s'est traduit en général par 3 nouveaux projets d'établissement. Donc, entre 2005 et 2010, les personnes qui travaillaient là depuis 10 ans ne savaient plus du tout ce qu'elles faisaient là et pourquoi elles le faisaient et comment elles le faisaient. Du coup, là, on proposait de travailler sur le fond, la recréation d'une vision partagée du projet collectif. Parce que si on a chacun une vision différente, c'est sûr qu'on ne va pas arriver au même endroit. Voilà. Donc, les symptômes et la cause, c'est la première chose qui est importante. Les symptômes et le conflit. Chaque symptôme n'est pas un conflit. Chaque symptôme est une tension, un problème, une difficulté. Mais ce n'est pas le conflit. Pour moi, le conflit, c'est vraiment le moment où la tension non prise en compte entraîne le blocage de la relation. C'est une situation relationnelle bloquée, le conflit. C'est cette notion de blocage qui est déterminante. Parce que tout le reste, tous les symptômes observés dépendent de la même cause qui n'a pas trouvé d'autre solution d'expression que le conflit. Donc c'est vraiment une chaîne logique, c'est-à-dire que quelle que soit ma clé d'entrée, il faut que je cherche à comprendre ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Si j'interviens sur le conflit, c'est facile, je cherche à voir les symptômes et des symptômes, je cherche à voir la cause. Techniquement, je pose une question souvent qui est « mais ça a toujours été comme ça ?» Et on me répond « non, avant ça marchait bien, mais il y a eu… » Et on arrive à identifier le changement. Alors, le changement en soi, ce n'est pas forcément le problème. Ce n'est pas le problème de recruter un assistant dans un service marketing qui pose problème. Mais le changement met en tension ce qui était sous-jacent. C'est-à-dire qu'on avait une mauvaise perception de ce qu'était le poste d'assistant du directeur marketing. Voilà, très important de comprendre la différence entre le changement lui-même et les conséquences de ce changement. Voilà. Il y a d'autres cas où on me demande d'intervenir sur les symptômes, donc je vous parlais de ces outils de gestion. Il y a d'autres cas où on me demande d'intervenir souvent même en prévention, Dieu merci. Je sais que je vais bouger des choses, donc je préfère, à partir de cette cause, anticiper les conséquences que ça va avoir, les tensions, les symptômes et le conflit potentiel qu'il peut y avoir derrière. Donc je ne suis pas magicien. Enfin, si peut-être, mais ça je ne sais pas. Je suis logique. Pour moi, contrairement à des credos qui ont été établis pendant longtemps, tout ce qui est fonctionnement de la relation sociale, c'est logique. L'enjeu, c'est de comprendre où sont les clés qu'on n'a pas vues, où sont les clés de logique qu'on n'a pas vues. D'où cette notion de causalité. Vous voyez, on voit la tension liée, le problème lié aux personnes. La tension en rouge, là, on est face à une tension, on a une tension entre les personnes. Cas classique, excusez-moi, visible, les deux personnes sont en réunion et elles se prennent à partie. OK. Mais est-ce que les personnes ont toujours fonctionné comme ça ? 9,9 fois sur 10, non. Les personnes ne rentrent pas en relation pour avoir un problème avec l'autre. On a des envies communes, on a des idées communes, des perspectives communes, où on pense avoir des perspectives communes, mais on a envie d'être en relation avec l'autre, on n'a pas envie d'être en conflit quand on commence une relation. À moins d'être très énervé et d'arriver sur un feu rouge en oubliant de freiner. Et voilà, bref. Non. Là, pareil, on est dans le symptôme. Les problèmes liés aux personnes, c'est quoi ? C'est des personnes qui ont vraiment des codes culturels des codes sociaux très différents. Quelqu'un qui vient du Sud et quelqu'un qui vient du Nord. Je me souviens d'un collègue j'ai fait mon Master 2 à Lille. Un des collègues de formation est allé travailler à Marseille. Il m'a dit, j'ai mis 6 mois à comprendre qu'il ne s'engueulait pas tout le temps en réunion. Juste, c'est comme ça qu'il parle. Donc, voilà. Là, on est dans les codes sociaux très différents. Dans une école dans laquelle j'ai travaillé, il y en avait un qui venait un chercheur qui a une 50aine d'années, qui venait de Montpellier, qui était très paternaliste, tactile, et il y avait une jeune femme qui venait de La Rochelle, très sur la défensive.
les intentions étaient bonnes, mais les codes n'étaient pas compatibles. Mais voilà, c'est encore, là, c'était pris assez tôt, ils ont pu en discuter rapidement. Ça n'a pas posé trop de soucis. Mais en fait, il y a quelques problèmes, il y a aussi quelques handicaps qui peuvent être problématiques sur la communication, la vision ou l'ouïe qui peuvent altérer les échanges. Mais ça, on le verra un peu plus tard. Alors, ce qui fait que les personnes sont en tension, 9,9 fois sur 10, c'est qu'il y a un problème d'intérêt entre les personnes. Il y a une tension entre les intérêts des personnes. C'est-à-dire que selon les situations, certaines personnes vont chercher à aménager leur cadre de travail pour se sauvegarder. Exemple, un commercial à qui on demande de faire des kilomètres en plus parce que les résultats ne sont pas atteints, que la boîte ne va pas bien, mais du coup, on ne tient pas compte de ces alertes et lui se retrouve à s'endormir sur la route. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre des pauses secrètes, des pauses cachées, en douce. Là, il va y avoir une tension sur les intérêts de sauvegarde. Lui, il va s'aménager des espaces pour se protéger. Dans des systèmes fragiles, on peut aussi avoir des tensions à cause de problèmes de prédation. C'est-à-dire il y en a qui vont anticiper la chute du système ou les opportunités dans les fragilités du système pour essayer de tirer la meilleure part à eux, quitte à déplumer un peu les voisins. Et il y a ceux qui vont simplement ne pas accepter de perdre l'héritage, l'hérité. Le fonctionnement a toujours assuré pour tel temps de travail, telle qualité de travail et telle rémunération. Là, les nouveaux fonctionnements envisagent de modifier ça. Et là, on a une résistance au changement parce que les équations ne sont pas satisfaisantes entre l'entrée et la sortie. Et voilà. Donc vraiment, là, on a des enjeux suffisants pour que les personnes entrent en tension. Du coup, ça devient intéressant parce que, on commence à pointer le problème. Et deux, une caractéristique des problèmes entre les intérêts, c'est que pour défendre des positions indéfendables, les acteurs vont avoir recours à la mauvaise foi, au mensonge et à la dissimulation. Si vous cherchez, donc là je parle de quoi? De symptômes et de symptômes. Le mensonge, la mauvaise foi, la manipulation. Je mens pour cacher que je ne fais pas ce qu'on me demande de faire. La dissimulation, je dissimule des résultats pas satisfaisants. Et la mauvaise foi, c'est parce que je n'ai pas envie de partir au carton avec les collègues que j'arrange les choses, mais néanmoins, j'arrange des choses. Donc, ça ne sert à rien de travailler là-dessus. Vous pouvez confronter quelqu'un qui est déjà dans le mensonge et la mauvaise foi à des pièces évidentes, probantes. Il va continuer, vous allez juste l'acculer à une position de conflit sans solution honorable possible. Par contre, l'enjeu, ce sera de travailler sur ce qui a créé ces problèmes, cette tension entre les intérêts des acteurs. Et là, on a quelque chose de très précieux. Je reviens sur cette notion de sortie honorable possible. Parmi les grands traités de base du management, qui est vécu souvent comme une relation de guerre, l'art de la guerre de Sun Tzu, 500 avant Jésus-Christ, Sun Tzu dit, grand général chinois très fin, pour qui une bataille est gagnée, la meilleure façon de gagner une bataille, c'est de ne jamais la livrer. Il dit que de tous les animaux, chez tous les animaux, s'ils sont acculés, plus ils seront acculés, plus ils seront dangereux. Vous prenez n'importe quelle bête sauvage et vous l'acculez, elle se battra avec l'énergie du désespoir jusqu'au bout. N'oubliez pas que l'humain est le plus dangereux des animaux sauvages. Voilà ce que dit Sun Tzu en substance. Pensez toujours à lui ouvrir une porte de sortie honorable. Donc, si vous confrontez vos personnes avec leur mauvaise foi, leur dissimulation, les faits, etc., vous n'allez pas aller très loin. Par contre, si vous revenez sur ce qui a causé cette mauvaise foi, cette dissimulation, etc., ce dysfonctionnement, là, vous pouvez avoir matière à travailler et à remobiliser ensemble. Non seulement la personne ne va pas avoir à se défendre, mais en plus, elle va avoir été comprise. Vous êtes entendu, vous n'êtes pas accusé, vous êtes compris, on vous demande votre avis. Bon, en général, il n'y a personne qui va partir en claquant la porte. On va se mettre à réfléchir ensemble. D'où viennent les problèmes dans les intérêts? 9 fois sur 10 de problèmes dans la conception, dans le projet. Le projet, c'est le mode de gestion par projet, peut-être, mais c'est avant tout ce qui fait qu'on est ensemble. On est ensemble parce qu'on a des raisons d'être ensemble. Il y a un sens à notre proximité, à notre relation. Un sens professionnel, un sens personnel, un sens affectif, un sens technique, mais il y a un sens. On sait où on va, on sait pourquoi on est là. Il y a aussi une façon d'être là.
dans l'organisation, dans la planification, dans la distribution des tâches, dans les modes de management, etc. On sait pourquoi on fonctionne comme ça. Donc, il y a un sens, il y a un cadrage, un cadre, il y a aussi des moyens pour réussir à atteindre des objectifs qu'on s'est fixés. Et il y a un retour sur notre participation à cette relation, à ce projet, une reconnaissance. Une reconnaissance financière, reconnaissance affective, reconnaissance statutaire, reconnaissance par la notoriété, et ainsi de suite, etc. Les petits privilèges, l'accès à la formation, l'organisation des vacances, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Si le projet est clair, si on sait où on va ensemble, du coup, on peut s'organiser pour y aller de manière efficace ensemble. Et si on y va de manière efficace ensemble, on sait comment on y va, on peut se pencher la question de savoir si on a les moyens pour y aller comme ça, première chose, et si tout le monde va y trouver son compte à l'arrivée. Si on doit en laisser 10, si on doit partir tous ensemble en vacances à Marseille, dans les calanques, mais qu'on doit en laisser 10 au péage parce qu'on n'a pas les moyens pour payer l'essence pour tout le bus, ça va créer une tension dans les intérêts entre les personnes qui pensaient partir en vacances ensemble. Voilà. Donc, en interrogeant les sources de la tension entre les intérêts, on va arriver sur le projet. On va arriver souvent sur des choses qui ne fonctionnent pas. Et qui ne fonctionnent pas, pourquoi? Parce qu'en fait, elles sont 9 fois sur 10 pas suffisamment partagées. On va être là sur un problème de vision partagée du projet. Vision partagée du projet, c'est-à-dire que chacun, à partir d'une même idée, va avoir développé des perspectives, des façons d'y aller différentes. Qu'est-ce que je pourrais vous donner? On va améliorer la qualité on va améliorer la production de l'entreprise, voilà, par exemple. Et Renault avait fait un travail très intéressant sur ce que c'était que produire une voiture optimale. Ils avaient demandé à chaque service de produire une voiture optimale. Alors, c'était très intéressant en termes de diaporama parce que c'était visuel. Mais là, j'essaie de vous décrire. Vous imaginez le département Renault Sport, la voiture, ce n'était pas un monospace. Par contre, le département marketing, c'était un monospace, mais avec des très jolies formes, très compliquées à faire techniquement. Le département ingénierie, c'était juste des angles droits qu'on vissait les uns les autres, facile à monter, facile à démonter. Et le département contrôle des coûts, c'était une voiture avec un phare et 3 roues. Voilà. Même commande, 4 déclinaisons différentes. Voilà. C'est le moment où, en fait, on se rend compte qu'on n'a pas partagé assez les données de base. Alors là, 2 raisons pour ce partage-là, c'est ce manque de partage. La première, c'est problème de transmission, problème lié à la perception. C'est-à-dire qu'on a des données, on a une analyse, on a une vision, enfin une lecture de la situation, des enjeux, des besoins, des possibilités, et on va les transmettre aux membres du projet, aux membres de l'équipe, aux personnes avec qui on est en interaction. Première question, c'est est-ce que tout le monde a bien reçu la même chose? Oui, non. Et ça peut très bien être un problème de filtre anti-spam qui jette automatiquement la moitié des documents parce qu'ils n'ont pas les bons points quelque chose derrière. Moi, ça m'est arrivé encore récemment avec des collaborateurs. Ça peut être le téléphone qui a coupé au mauvais moment, ça peut être à ce moment la visio qui a sauté mais au moment d'une phrase importante sans que personne ne s'en soit rendu compte. Et ainsi de suite. On peut trouver beaucoup de choses. Ça peut être aussi qu'on a voulu faire passer trop d'informations en pas assez de temps. Je ne parle pas de moi ce soir. Hein. Je sais d'entrée de jeu que je vais vous en donner trop d'informations. Mais, ou qu'on a un très beau diaporama, mais que la salle est trop chargée, trop lumineuse et que personne ne va les voir. Voilà. Est-ce qu'entre le pourcentage des 100% de données qu'on a mises dans le circuit, est-ce qu'on a 100% de données qui sont ressorties? Pas toujours. Et je dirais presque toujours pas. À partir de ces données, il va y avoir un travail qui va être fait. Là, on passe sur le deuxième problème classique lié à la communication, c'est comment chacun va interpréter ces données, faire de ces données une vision, une représentation. Et là, chacun va avoir ses filtres, les filtres de génération, les filtres de métier, les filtres d'échelle personnelle, de valeur, de culture. On peut les dérouler, mais du coup, d'une même entrée, chacun va avoir une représentation différente. Mais comme c'est tellement ancré au sein de chacune des personnes, il n'y a même pas la conscience que ça peut être la source d'un décalage. Et là, mon grand piège, mon grand mot d'alerte, c'est quand les gens me disent « mais c'est évident ».
Quand vous vous dites c'est évident, vous pouvez être sûr qu'il va y avoir un décalage dans la lecture de ce qui est transmis. L'évidence, c'est 9 fois sur 10, pour moi, le problème lié à le problème qui va causer la tension entre les personnes. Alors, il y a l'évidence, j'exagère, 9 fois sur 10, c'est un peu beaucoup. Parce que pour être efficace et pour aller vite, classiquement, on va aussi zapper les temps d'échange. Et plus la tension va monter, moins on va chercher à rencontrer l'autre, et moins on va chercher à rencontrer l'autre, moins on va partager une information, et plus on va pouvoir nourrir d'évidence et partir sur des visions différentes de la situation et ou du projet. Donc, on comprend bien que si on ne partage pas la même vision, les mêmes données et la même vision, on ne va pas pouvoir partager le même projet et on va se retrouver avec des tensions entre les intérêts qui vont se rejaillir entre les personnes. Si on partage bien la vision du projet, les données et les représentations, mais qu'on n'a pas pris le temps de bien caler le projet, parce que ça prend du temps de cadrer un projet, là, pareil. Toujours se poser la question de pourquoi. Pourquoi les personnes sont en tension? Pourquoi les intérêts des personnes sont en tension? Qu'est-ce qui, dans le projet, fait que ces intérêts sont en tension? Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ainsi, on va pouvoir remonter jusqu'à la cause du problème. Voilà pour cette approche par la causalité. Elle est très importante parce qu'elle permet, comme cette courbe, de revenir sur le passé ou de projeter des développements que pourront prendre des changements ou des décisions à un moment donné, notamment sur l'organisation du travail, les moyens alloués pour le travail ou la reconnaissance accordée aux acteurs investis dans le projet commun. Voilà. Donc, une première clé d'approche sur la dynamique de développement dans l'attention, donc avec cette notion de fonctionnement du cerveau qui varie en fonction de l'équilibre entre les hormones du stress et les hormones du plaisir, avec un aller jusqu'au conflit et un retour jusqu'à la médiation, la confrontation et la résolution, et une approche par la causalité. Mais pourquoi? Mais au fond, c'est quoi le problème? Dans les deux cas, on arrive à la même question, mais au fond, c'est quoi le problème? Très important, ça permet de sortir de la gestion par les symptômes. Alors, je regarde ma montre, je cours, ça tombe bien parce qu'après, on va aller sur une diapo assez rapide. Donc là, c'est le détail de ce que je vous ai expliqué, donc les grands types de tensions liées à la perception, à la représentation, au projet, aux intérêts et aux relations. Là, je voudrais aborder la question, la troisième approche, on parle là du fonctionnement de la relation, là, on va bien parler du fonctionnement des acteurs. Mon équipe, c'est une relation entre des acteurs. Mon équipe est devenue folle, mais comment un acteur dans mon équipe est devenu fou et a rendu l'équipe folle? Ça, c'est possible aussi de dire comme ça. C'est très important de comprendre que ce que vous voyez de l'acteur n'est que la conséquence de 3 grandes clés de conditionnement. La première clé de conditionnement, ça va être ce qu'on appelle classiquement la motivation. Est-ce que les acteurs sont motivés? Est-ce que les acteurs sont engagés, etc. Un acteur motivé, c'est quelqu'un qui s'épanouit dans son travail. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Le contraire de quelqu'un de motivé, c'est quelqu'un de frustré ou quelqu'un de blasé. Et pourquoi il est frustré? Pourquoi il est blasé? Parce qu'il ne trouve pas son compte. Il ne trouve pas son compte, pourquoi? Parce qu'entre ce qu'il pourrait faire et ce qu'il est autorisé à faire, il y a un gap, il y a un décalage. Et là, ça va générer de la frustration, ça va générer de la tension, et on va partir sur un cycle de montée en latence, émergence jusqu'au conflit si ce n'est pas pris à temps. Plein de raisons pour que l'acteur ne puisse pas faire ce qu'il pourrait faire. Soit il n'a pas les prérogatives pour faire, soit il n'est pas reconnu comme tel, soit il n'est pas identifié comme tel. Est-ce qu'il a exprimé d'ailleurs que lui-même pourrait faire ça, ce qui lui paraît très pertinent ou pas? Toutes ces notions d'échange qui permettent de vraiment suivre qu'est-ce que tu pourrais faire et qu'est-ce qu'il est autorisé à faire. Qu'est-ce que tu es autorisé à faire. Très important. Donc là, quelqu'un de frustré va être dévastateur, quelqu'un de motivé va être moteur. Deuxième grande clé de lecture, c'est l'approche par les affinités. Entre ce que l'acteur aime faire et ce qu'il fait vraiment, ce qu'il doit faire. Ce n'est pas plus que l'effectivité qui compte, c'est l'injonction qui compte. Est-ce que la personne va s'épanouir, va aimer ce qu'elle fait? Un exemple concret,
J'avais en formation avec moi un type de mon âge qui avait bossé sur tout ce qui était chantier de volontariat international, donc éducation à la paix, éducation populaire, etc. Et il était très content, à la sortie du master de gestion de projet, d'avoir trouvé un poste chez Renault Véhicules Industriels. Gros poste de gestion de projet, très content. Sauf que ce qu'on lui a demandé de faire, c'était de construire des remorques porte-chars pour aller faire la guerre. Complètement contraire avec ses affinités. Et du coup, ça a déclenché chez lui une grosse tension sur les affinités, une grosse incongruence. J'ai la même avec un type à qui on a demandé, il devait rentrer sur l'organisation générale, et finalement, il est passé sur la section armement de chez Dassault, et il avait eu beaucoup de soucis, beaucoup de déchirements dans ses affinités. Très important, parce que quand on est en résistance par rapport à ce qu'on fait, un, on ne le fait pas forcément bien, et deux, ça ne nous met pas dans une humeur qui est favorable à autre chose que la tension. Donc, deux premières clés. La première, la motivation, la balance motivation-frustration. La deuxième, c'est ce que j'aime faire et ce que je dois faire, les affinités. Troisième clé très importante, j'arrive voir mon collègue, j'ai une idée de génie qui correspond parfaitement à ce qu'il attend. Je sais qu'il a les moyens, mais il m'envoie péter. Pourquoi ? Il m'envoie bouler. Parce que est-ce qu'il avait le temps ? Est-ce qu'il était en état ? Est-ce qu'il n'était pas trop fatigué ? Est-ce qu'il n'était pas sur un autre sujet et complètement mobilisé sur l'autre sujet, etc. Et cette notion-là, c'est la disponibilité qui est très importante. Parce que l'acteur pourrait a priori être très intéressé par ce qui va arriver, mais il n'est pas du tout en état de le recevoir. Et c'est très important. Dans la disponibilité, il faut bien prendre en compte que plus la tension monte, plus elle va manger de la disponibilité. Donc, c'est compliqué. C'est un point sur lequel il faut être très vigilant sur le moment, quand on veut engager une relation, un échange, une discussion, une conversation avec un acteur qu'on sent un peu tendu. Vérifier qu'il est déjà disponible pour pouvoir amorcer cet échange. Voilà. Je vous la fais très vite parce que le temps court, hein, comme toujours. Mais je ne passerai pas sans vous montrer ce schéma-là qui est la mise en perspective de ces trois grandes clés. L'intégration, donc c'est tout ce qui est motivation, frustration. L'état, c'est tout ce qui est disponibilité, et les affinités. L'intégration, c'est qu'est-ce qui agit sur l'acteur, est-ce qu'il s'épanouit dans ce que je peux faire. L'état, c'est comment va l'acteur, et les affinités, comment se positionne l'acteur. Adhésion, participation, pour, contre, actif, passif. On est dans la sociodynamique. Ça, ce sont des choses que vous pourrez trouver par la suite sur Internet. Voilà, ces trois grandes clés vont conditionner les comportements, la disponibilité et la participation, et au final, la fonction de l'acteur. La fonction de l'acteur dans le système social, est-ce que l'acteur a des bonnes relations, des bonnes interactions avec les autres personnes avec qui il travaille, et en termes de production. L'acteur a-t-il une production conforme, une participation conforme, des résultats correspondant à ce qui est attendu ou pas? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Et bien, on se demande pourquoi. Parce que sinon, on va rebasculer dans la logique du binaire. Est-ce qu'il est conforme ou pas conforme? Donc, nécessairement, on va arriver au jugement. L'acteur va rentrer en résistance et on va arriver au clash. Donc, pourquoi l'acteur n'est pas conforme? Déjà, la production de l'acteur n'est pas conforme. Trois clés de lecture à combiner avec cette approche par les chaînes de causalité. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? De tout ça, eh bien, on va chercher les clés pour pouvoir répondre à la situation. Je ne vous ai pas promis une boîte à outils avec la baguette magique. Par contre, je vous ai promis des clés de lecture qui vous permettent de chercher ce qui va vous permettre de sortir de là. Et ces clés de lecture, c'est de chercher les grands besoins auxquels on va devoir répondre. Il y a deux grands types de besoins. Les besoins irrésolus, ceux dont on hérite, et les besoins à résoudre, ceux qu'on va identifier et mettre en forme. Les besoins irrésolus, c'est ceux qui vont avoir causé la situation. Deux grands besoins irrésolus, les besoins de fond, ce qui a été mis en tension par la cause, le changement qu'on ait identifié ou pas, l'arrivée dans l'équipe d'une nouvelle personne, qui va mettre en tension le décalage entre les attendus du profil de poste et la réalité des compétences. Besoins de fond et les besoins managériaux. Ce n'est pas parce qu'il y a un changement et un décalage initial que nécessairement on va aller au conflit. On aurait pu faire une réunion au bout d'un mois pour vérifier ce qui se passait. On aurait pu mettre un tandem, on aurait pu faire plein de choses, mais elles n'ont pas été faites.
Et ça, c'est des besoins irrésolus qui ont fait qu'on est arrivé à rien d'autre que le conflit. Très intéressant parce que là, on a des pistes de travail pour la suite. Des outils à mettre en place, une réorganisation, des améliorations dans les relations, dans les changements, dans les horaires, dans tout ce qu'on veut. Mais il y a plein de clés de lecture, excusez-moi, plein de ressources sur laquelle avec laquelle on va pouvoir travailler. Besoins managériaux. De là, on va dégager quoi? Ce qui doit être transformé pour que ça refonctionne de manière durable. La solution. Dans cette phase de résolution, on va chercher des solutions à mettre en œuvre. Donc, des solutions, c'est ces besoins de remédiation. Qu'est-ce qu'on va transformer? Est-ce qu'on va améliorer les horaires? Est-ce qu'on va mettre une pointeuse pour faire en sorte que les gens soient à l'heure? Ou est-ce qu'on va chercher à comprendre pourquoi ils ne sont pas à l'heure? Est-ce que c'est des questions d'horaire par rapport au train? Est-ce que c'est des questions de démotivation? Est-ce que c'est juste qu'ils en ont marre de fonctionner comme ça et qu'ils n'ont plus envie de venir bosser? Là, on va trouver la solution. Besoin, et pour que cette solution soit mise en œuvre effectivement, il va falloir non pas une intervention immatérielle d'un être supralumineux, mais il va vraiment falloir qu'on se remonte les manches ensemble et qu'on y travaille activement. Et notamment, savoir qui va être en charge de la mise en place, du suivi, de l'accompagnement de la mise en place de ces solutions qu'on aurait identifiées. Et de ce que j'appelle les besoins d'accompagnement. C'est l'identification d'un référent et c'est l'identification des moyens dont on va avoir besoin le référent et dont on va avoir besoin l'équipe pour pouvoir mettre en place ces solutions. Une équipe qui est déjà à 110% et à qui on dit tu vas prendre 20% en plus pour mettre en place les solutions qu'on a identifiées, il faut que ce soit accompagné. Sinon, on va aller au carton. Voilà, en gros, 3 grandes clés de lecture pour comprendre et une clé de lecture pour résoudre. Le conflit, ce n'est pas quelque chose qui arrive par hasard. La folie, ce n'est pas quelque chose qui arrive par hasard dans une équipe. Ça a longtemps été le credo, c'est quelque chose contre lequel je me positionne en discutant. Pour moi, il y a toujours une clé de logique. Ce qui est très important, c'est d'être capable de trouver cette clé de logique dans la dynamique, en comprenant le fonctionnement de l'acteur qu'on a en face de nous, dans l'approche de chaîne de causalité, en comprenant pourquoi on est arrivé ici, qu'est-ce qui nous bloque, quels sont les nœuds dans lesquels on s'est pris, et de comprendre ce que vit l'acteur et ce qui fait qu'il fonctionne comme ça dans le groupe et dans le travail. Très important, parce que c'est à partir de ces questions-là qu'on va pouvoir travailler ensemble à la reconstruction. Classiquement, et c'est bien dommage, les relations ne font pas cette démarche-là. Boucle une fois, vont chercher des renforts. Boucle 2 fois, vont chercher encore des renforts. Boucle 3 fois, et là, tout explose. Je considère qu'en moyenne, au bout de 3 fois, c'est cuit. Soit il faut faire cesser la relation, soit il faut redistribuer complètement la relation pour que ça fonctionne. Par contre, ce qui est positif, c'est que quand c'est accompagné, quand ça fonctionne, qu'on a réussi à traverser le pic du conflit, et bien après, on a acquis un capital confiance qui est très, très, très solide. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de nouveau des conflits. Ça veut dire qu'on saura les régler plus rapidement. Ces clés de lecture, elles s'appliquent aussi bien pour les autres que pour soi, pour l'individu que pour le groupe, dans le travail et ailleurs. Ce sont des clés de lecture qui sont assez fantastiques. Moi, je travaille avec depuis 20 ans et je n'ai jamais été pris au dépourvu, même dans les situations les plus piégeuses. Voilà, pour aller plus loin, si je vous ai donné envie de découvrir tout ça, voici la brique. C'est le résumé de l'ensemble de la façon de penser. Donc, ce n'est pas un roman à lire de la page 1 à la page 408. C'est une base de ressources, en fait, quelque part, dans laquelle piocher en fonction des problématiques face auxquelles on est confronté ou des questions qu'on se pose.